Bonjour et bienvenue au WebTech STS. Le WebTech STS, le dernier qu'on a fait, c'était en juillet sur la 5G. Et aujourd'hui, on va parler de technologie numérique comme levier de nouveaux business et de performance avec trois acteurs, trois experts du sujet, notamment Scient, mêlant expertise autour de la data et expertise autour des technologies numériques et du digital. Je vous donne un petit aperçu de l'agenda. Petit rappel technique, hein, vos micros sont coupés. Vous pouvez communiquer néanmoins via le module questions que vous voyez dans votre menu GoToWebinar. Et je vous invite même à écrire vos questions dès qu'elle vous vient à l'esprit, hein, de manière à ce qu'on puisse les sélectionner pendant la session questions-réponses qui aura lieu en fin de WebTech. Vos caméras sont désactivées et la session est enregistrée et sera disponible en replay pour tous dans quelques jours. Voilà, donc au programme de ce WebTech, on verra donc avec Scient, membre SCS, leur méthodologie autour du digital, hein, comme levier de nouveaux business, mais aussi de performance avec leurs différents clients. Peu de projets dans la transformation digitale sont réellement adoptés. Pourquoi? Donc, on essaiera de comprendre les enjeux techniques mal anticipés, les utilisateurs peut-être trop peu impliqués. Hein, la notion d'usage est très forte dans ce WebTech. Et on verra d'ailleurs deux cas concrets, deux illustrations de la méthodologie de Scient autour du digital et du design stratégique et du design thinking, avec Tuito et CETEC, donc deux secteurs de domaines de marché très différents. Et donc, on verra également avec Scient, donc qui va partager avec vous son expertise autour de ces différentes méthodologies pour assurer voilà, la création de valeur avec différentes parties prenantes et partager aussi avec vous donc le retour d'expérience, des problèmes rencontrés, des points d'attention, des solutions trouvées avec Tuito et CETEC, donc dans le domaine de la santé et du parcours patient exactement, hein, l'optimisation du parcours patient avec Tuito que vous connaissez bien, membre SCS, et puis également dans le domaine de la Smart City, du Smart Building notamment, avec CETEC qu'on connaît un peu moins mais qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Voilà, donc on est bien dans les axes stratégiques et dans les atouts de l'écosystème SCS, hein, puisque en termes de technologie, on va parler des technologies numériques qui sont en haut en orange, et on va parler donc de deux cas concrets avec deux cas d'usage précis dans le domaine de la Smart City, du Smart Building, pour être plus précise, et puis dans le domaine de la santé, du parcours patient avec Tuito. Voilà, donc nos trois experts, vous pouvez ouvrir vos caméras si vous le souhaitez. Aurélie Guillon, donc coordinatrice de l'innovation chez CETEC, Mathieu Lacombe, cofondateur et président de Scient, et Jérôme Vial, cofondateur de Tuito. Est-ce qu'on vous voit bien à l'écran? Oui, super. Donc, merci pour votre présence et votre partage d'expertise. Un petit rappel sur les prochains rendez-vous avant de laisser la place à Mathieu. Prochaine rencontre en présentiel, ça devrait vous intéresser, hein, puisqu'on va parler santé, data, la data au service de la médecine personnalisée avec une bonne quinzaine de speakers, dont Tuito d'ailleurs, hein, et beaucoup de médecins, de chirurgiens, de professeurs de médecine aussi également du CHU de Nice. Ce sera au Bioparc de Sophia Antipolis. Voilà, d'autres dates que vous voyez en présentiel. On est ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau, hein, maintenant que cette crise et cette pandémie est passée. On vous accueille bien sûr dans les conditions sanitaires requises par en général le propriétaire du lieu, et bien sûr avec toutes les précautions qu'il faut. Et puis voilà, un WebTech qui aura lieu en novembre, mais je n'ai pas encore la confirmation, et celui de décembre a priori aura lieu autour de l'IoT. Voilà, eh bien je vous passe la parole, Mathieu, si vous le voulez bien. Oui, En merci. vous passant en mode présentateur. Donc, voilà, je recoupe ma caméra pour laisser de la place sur Oui, l'écran. oui. Merci de couper votre caméra, Aurélie et Jérôme, pour laisser toute la place et toute la taille de l'écran à Mathieu, qui va partager donc avec nous son expertise, son expérience et sa méthodologie. Alors, hop, vous devriez maintenant voir mon Oui, écran en parfait. En totalité. mode diaporama, c'est parfait.
Super. Alors, tout d'abord, je vous présente Scient, hein, et peut-être moi rapidement. Donc, Mathieu Lacombe, je suis cofondateur de la société. Voilà, puis pour passer, en fait, moi, je viens du monde du sport à l'origine. J'étais membre de l'équipe de France de natation pendant pas mal d'années, ce qui a pas mal marqué mon parcours professionnel derrière, avec une volonté à la fois empreinte de pragmatisme et d'exigence, on va dire, au niveau des réalisations que je peux faire en termes professionnels. Je viens du monde du digital parce que j'ai créé très rapidement une startup dans ce domaine-là avant d'embrasser, on va dire, une carrière de conseil pendant plus de 10 ans. Je travaillais principalement sur des problématiques de stratégie et des sujets d'innovation au sein de grands groupes français. Ce qui m'a forcément ramené très rapidement sur des problématiques de digitalisation d'entreprise et de gestion de la donnée. J'ai créé Scient donc en 2019 avec Stéphanie Lebeuz. Scient est donc issu du regroupement de deux sociétés, une société qui était spécialisée dans la data, OnlySing, et une société que je dirigeais qui s'appelait Beyond Entropia, spécialisée dans le digital et les usages. Et vous allez voir que cette dimension d'usage est quelque chose qui va nous parcourir l'ensemble de cette présentation. Scient aujourd'hui, c'est 35 consultants. On est basé dans beaucoup d'endroits en France. En fait, on couvre un peu l'entièreté du territoire national. C'est lié également à notre organisation qui est très dématérialisée. En fait, on privilégie beaucoup le télétravail. Finalement, comme on est né juste avant le Covid, c'est plutôt bien tombé. Euh, En termes de conviction, ce qui va être relativement important de garder en mémoire, c'est de notre point de vue, les usages, c'est ce qui permet la création de valeur ajoutée. Tout ce qui est du domaine du technique, de la technologie, c'est là pour supporter des usages en fin de compte. C'est ce qui va faire en sorte que ce soit pertinent pour pouvoir apporter des solutions à nos clients. Donc, on va aborder tous les sujets de digitalisation et de data par le prisme des usages. Et vous allez voir que lorsqu'on parle de digitalisation et de data, on parle de technique, mais on parle également de stratégie d'entreprise parce que ce sont des éléments qui vont être fondamentaux. Et nous, toute cette dimension d'usage est prioritaire. Aujourd'hui, chez Scient, nous travaillons avec deux offres. Une première offre en régie où on va avoir des consultants qui vont rejoindre des projets clients sur plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Donc, ils apportent leur expertise pour le développement d'un projet interne. Et puis, on a une offre en conseil où là, on va concevoir des solutions sur mesure. On va partir souvent de la page blanche jusqu'à la réalisation concrète. Quand je dis réalisation concrète, c'est la mise en production d'une application et sa mise en service pour les utilisateurs. C'est sur cette partie-là de conseil qu'on va se focaliser ensemble aujourd'hui au travers des deux use cases qu'on va présenter. Juste pour revenir un peu sur la démarche de conseil, elle est basée sur une approche dite agile. L'intérêt des approches agiles, c'est qu'on est sur des phases d'itération. Vous voyez, c'est un schéma qui fait des boucles sur lui-même. Et donc, en fait, on va être capable de mettre en place différents types de méthodes ou d'approches tout au long du développement d'un projet. On parle de la feuille blanche et c'est le design thinking qui va nous aider. Et vous verrez un bel exemple de réalisation avec Twito en deuxième partie. Ça permet également d'engager des réflexions sur la culture d'entreprise ou sur la stratégie d'entreprise. Et c'est ce que nous verrons également avec CETEC en termes de transformation numérique d'une entreprise dans le secteur de l'expertise de la construction. Et ces éléments donc, nous permettent de travailler, comme je disais, en petites boucles itératives pour pouvoir affiner progressivement le travail qu'on fait. Ça marche lorsqu'on parle de technique, lorsqu'on développe une solution donc, qui repose sur des différents types de technologies qu'on met ensemble. Mais c'est également intéressant lorsqu'on parle de stratégie d'entreprise ou lorsqu'on parle de plan projet, de roadmap qu'on va être capable de développer pour un plan sur plusieurs années. Et ça, c'est important parce que c'est une sorte de forme de politique de petits pas sur lesquels on n'hésite pas à revenir un petit peu en arrière pour être capable de mieux affiner et de s'adapter aux évolutions qu'on rencontre chemin faisant. Pour illustrer ça et que ça prenne une dimension un peu concrète, je vous ai illustré un cas client de digitalisation de laboratoire. C'est un laboratoire de matériaux dans le domaine de la construction. Donc en fait, comment ça marche? On a un client qui nous dit, voilà, on a encore un processus papier, on souhaite tout dématérialiser et capitaliser sur cette donnée qui va être dématérialisée pour en tirer des leçons et augmenter, entre guillemets, la capacité de nos équipes, les rendre plus efficients, leur faciliter la vie.
Et donc, ça passe pour nous par une démarche où on va sur le terrain, observer comment ça passe, comment se passe le métier, comprendre avec un regard de design. Donc, on a des designers qui vont s'immerger dans le contexte client pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines parfois, pour bien relever l'ensemble on va dire des processus de fonctionnement actuels de l'entreprise. Une fois qu'on a fait ça, on va formaliser le processus actuel et on va co-construire avec eux un nouveau processus de travail basé sur la qui permettrait, qui va être médiatisé par le digital. Ce nouveau processus de travail, on le co-construit avec eux dans des ateliers collaboratifs et ça nous permet comme ça de poser les briques de leur futur. Si je vous illustre ça, ça veut dire qu'on a des schémas comme ça qui permettent de représenter un processus avec différentes étapes et sous-étapes. Et comme on aime bien être concret, on matérialise ça très rapidement dans un parcours qui est dessiné sous forme de BD, avec les exemples de qui fait quoi, à quel moment. Je vous ai mis quelques exemples d'étapes, je vous ai mis 3 étapes différentes. Donc ça, c'est très illustratif et c'est vraiment l'approche design qui permet de faire ça. Et vous commencez à comprendre pourquoi ce qu'on veut dire lorsqu'on parle d'une approche design dans le domaine de la data et du digital. Mais comme on ne s'arrête pas là, qu'on aime bien être de plus en plus concret lorsqu'on travaille, vous voyez que les différentes parties dessinées peuvent être soulignées par un petit dessin sous l'image. Ce dessin sous l'image représente des écrans qu'on a matérialisés. Et ces écrans matérialisés, ben, ça ressemble vraiment à quelque chose qui est d'une maquette, mais qui ressemble déjà à une application qui pourrait être utilisée dans le futur par notre client. Ces éléments sont hyper importants parce qu'ils permettent d'itérer. Donc, quand on parle d'itération, c'est de faire des allers-retours avec eux pour affiner lorsqu'on est en train de co-construire. Lorsqu'on pense avoir une solution qui est déjà un peu avancée, on va un peu plus loin et on va faire ce qu'on appelle des tests utilisateurs. Ces tests utilisateurs sont en fait la réalisation d'une simulation d'expérience utilisateur sur la base d'une maquette qui est soit une maquette simple, soit une maquette déjà un peu dynamique. Et on fait 3 types de tests. On fait des tests individuels, des tests en focus group et des questionnaires. Ce qui nous permet de remonter l'information et d'être toujours dans cette phase d'itération. Et on va illustrer ça avec vous, avec Twito, dans la seconde partie de ce séminaire. Un point important, c'est que une fois qu'on a fait ça, on va être capable de transposer tous ces éléments qui sont finalement des fonctions en architecture technique. En gros, qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Et c'est là tout le savoir-faire de Science. C'est à la fois d'être capable d'avoir une approche design, mais également de transposer cette approche design dans un savoir-faire technique, dans une réalisation concrète. Cette réalisation concrète, je vous en ai mis un exemple là assez visuel. En gros, c'est le dessin technique de l'ensemble des fonctions qui sont représentées en communication de base de données. Et ça nous permet d'être très concret et d'avoir un niveau de qualité de nos applications qui garantit finalement l'adoption des utilisateurs. L'adoption des utilisateurs est garantie par 2 éléments essentiels. Le premier, c'est l'implication tout au long du processus des utilisateurs dans la phase d'immersion, on les interroge, dans la phase de co-conception où ils travaillent avec nous en collaboration pour construire, et dans la phase de test. Et le deuxième élément, c'est la démarche agile qui permet de faire des itérations de boucle tout au long du processus, de la page blanche jusqu'à la livraison complète de l'application. Un autre élément fondamental que je voulais apporter lors de ce séminaire sur notre approche, c'est qu'aujourd'hui, la dynamique de la data dans beaucoup d'entreprises pose question parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder. La data, ça recouvre l'ensemble du processus de l'entreprise. On parle de clients, on parle d'organisation du système d'information, on peut parler de la production, de la logistique, etc. Et ça fait énormément de sujets et ça fait beaucoup trop de sujets en fin de compte pour une entreprise à un instant T. Et donc, l'important, c'est d'être capable de prioriser ces éléments. Et encore une fois, pour prioriser, nous, on met en place une approche design. Cette approche design, on appelle ça le value assessment, donc l'analyse de la valeur pour la gestion de la donnée. Cette value assessment repose sur 3 éléments importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle la désirabilité. Le deuxième, la faisabilité. Le troisième, c'est la viabilité. En gros, la désirabilité, ça concerne les utilisateurs. En gros, est-ce que ça apporte une valeur ajoutée importante aux utilisateurs? Est-ce que ça répond bien aux fonctions auxquelles elles sont censées répondre? Et est-ce que c'est quelque chose qui va être également facilement appréhendable, adoptable par les utilisateurs? Sous-entendu, est-ce que c'est une solution intuitive? La faisabilité, c'est notre capacité
technique à répondre aux enjeux de désirabilité? Est-ce qu'on est capable de répondre, de créer une solution technique dans un avenir prévisible? Est-ce que les technologies sont disponibles, etc. Et la troisième pense, c'est la viabilité. C'est quels sont les gains attendus? Est-ce qu'on répond bien aux enjeux de l'entreprise lorsqu'on fait ça? Les gains peuvent être financiers, mais pas que. Il y a souvent des gains en termes de confort pour les utilisateurs, en termes d'expérience client, en termes également d'image pour l'entreprise. Donc cette méthode du Value Assessment qu'on a mis en place marche vraiment très bien et on a beaucoup d'acteurs, notamment lorsqu'on travaille sur des sujets très techniques de data science, qui viennent nous interroger et qui viennent demander ce type de prestations pour être capable de prioriser et de créer finalement une roadmap data qui tienne la route. Voici à quoi ça ressemble en fait. On a, lorsqu'on rentre un petit peu dans le détail, je ne vais pas tout détailler aujourd'hui, mais si vous avez des questions, je pourrai y répondre en fin de webinaire. J'ai fini pour cette introduction et cette présentation de nos méthodos, et je vous propose de commencer donc la partie étude de cas. Pour la première étude de cas, je vous propose d'échanger donc avec Aurélie Guillon, pour lequel donc qui travaille pour la société CETEC Inter, qui est donc une société avec laquelle nous avons fait un travail sur la capacité à mesurer aujourd'hui le niveau de maturité des équipes pour, on va dire, mettre en place des projets d'innovation qui soient spécifiques à leur métier et qui soient plus orientés sur la digitalisation. Et donc, je vais laisser la parole à Aurélie pour cette présentation. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien. Alors, donc, bonjour à tous. Je suis Aurélie Guillon, responsable de la coordination de l'innovation pour tout le groupe CETEC et en charge plus spécifiquement donc, de l'innovation pour CETEC International. Effectivement, peut-être que comme CETEC n'est pas forcément très connu, je vais vous en dire quelques mots avant de commencer. Donc, le groupe CETEC, c'est un des leaders français de l'ingénierie, de la construction, c'est-à-dire que c'est un ensemble de sociétés qui conçoit et accompagne la réalisation de grands projets de construction avec des grandes, belles références comme le viaduc sous la Manche, le viaduc de Millau, le tunnel sous la Manche, la fondation Vuitton, etc. Et donc, ma filiale, ma société CETEC International est installée donc à Vitrolles et a la spécificité de se concentrer sur les infrastructures de transport de manière générale. Donc, ça touche, on est en plein dans la Smart City puisqu'on va parler de routes, de ports, d'aéroports, de connexions, de mobilité. Donc, de vastes sujets. CETEC International s'appelle International parce que historiquement, lors de sa création, il y a un peu plus de 45 ans, on était vraiment concentré sur des sujets d'infrastructures routières à l'étranger et puis les différents plans successifs de développement des autoroutes en France, puis des lignes à grande vitesse, puis d'autres grands projets de ce type nous ont ramenés sur des projets un peu plus français. Donc aujourd'hui, CETEC International représente 300 collaborateurs basés en grande partie à Vitrolles qui interviennent en France et à l'étranger. Donc une fois qu'on a dit ça, pourquoi une stratégie d'innovation pour CETEC International? Très simplement parce que c'est essentiel comme pour beaucoup de sociétés actuellement. On a des problématiques de continuer à être attractif, de réfléchir, de repenser continuellement nos modes de faire, nos méthodes pour à la fois en interne être plus performants, se positionner sur de nouveaux marchés et puis bien entendu rester attractif avec des sujets de marque employeur. Mais il y avait vraiment quelque chose de fondamental à comprendre, c'est que donc on est une société d'ingénierie avec des ingénieurs qui se posent chaque jour la question de problèmes complexes et pourtant on a senti que c'était le moment de créer cette direction innovation pour repenser nos manières. Et puis, évidemment, tout de suite, quand on parle innovation, actuellement, forcément, le numérique, la data, la digitalisation sont des sujets qui viennent immédiatement derrière. Et donc, on en était là début 2020. Donc, c'est là qu'on a pu faire appel à Scient pour, comme tu le disais, Mathieu, dans un premier temps, analyser notre maturité sur ces sujets data et puis voir ce qu'on allait pouvoir en faire et comment on allait
identifier différents projets. Et donc, en ce sens, clairement, la démarche, le cheminement que tu décris, c'est exactement ce qui s'est passé chez nous et c'était exactement la bonne manière de faire en adressant par les usages. On avait eu par le passé des expériences où on se focalisait vraiment directement sur la techno. Voilà, je le dis souvent avec beaucoup de gentillesse envers nos ingénieurs, mais et j'en fais partie, on a toujours ce focus, c'est-à-dire allez, tout de suite, on a une techno, qu'est-ce qu'on peut en faire, focus solution. Et donc faire ce pas en arrière de se dire, en fait, quel est le besoin, quel est l'usage et comment j'ai envie d'avancer, dans quelle direction. Ça nous a permis vraiment de commencer à définir tout ça. Donc, voilà, de manière assez classique, on a réalisé des entretiens. Il s'agissait d'analyser la maturité des équipes de chacun des pôles, le pôle portuaire, le pôle aéroportuaire, le pôle route, sur différents sujets. Donc, on avait évidemment beaucoup d'initiatives en cours. On a notamment des équipes qui travaillent sur le BIM. Je ne sais pas si vous êtes familier de cet acronyme, donc le Business Information Modeling, c'est-à-dire en gros faire des maquettes 3D qui comportent de l'information en modélisant tous les projets. C'est incontournable aujourd'hui sur les projets d'ingénierie. Mais voilà, si on aborde le BIM que par le focus techno, on peut perdre vraiment un grand potentiel de développement. Donc, on a, avec Mathieu et ses équipes, on a été voir chacun de ces pôles en leur demandant quels étaient les usages qu'ils faisaient actuellement des nouvelles technos, quelle vision ils avaient des usages pour le futur. On a assumé que pour certains pôles, ce n'était pas forcément le moment, ce n'était pas forcément pertinent. Et pour d'autres, par contre, il y avait vraiment potentiel à accélérer. Une fois qu'on a fait tout ça, alors, je replace dans le contexte, on était début 2020. Donc, on a eu un petit sujet Covid qui nous est tombé sur la tête. On avait prévu de réaliser tout de suite dans la foulée un super séminaire pour engager les équipes, pour vraiment se concentrer sur justement ces cas d'usage et les creuser jusqu'au bout avec la méthode là, qu'on vient de voir, tous les petits graphiques. On n'a pas pu le réaliser en avril 2020, évidemment, mais ça nous a permis de prendre du temps aussi pour maturer tous ces sujets et on l'a réalisé encore mieux, j'ai envie de dire, fin 2020, dans un format en ligne forcément, mais qui a permis à chaque équipe de rentrer dans un sujet. Donc, en vraiment pratico-pratique, on a dit à chaque pôle quel est le besoin, le pain point aujourd'hui que vous rencontrez dans vos approches, dans vos métiers au quotidien, et on le déroule. Alors, quels sont les besoins? Qui pourraient être les utilisateurs? Quels sont à eux leurs besoins? Comment on crée justement une solution désirable, viable et faisable. Et on a été jusqu'au bout, on a poussé l'exercice, on les a fait pitcher, c'est-à-dire voilà, vendre leur solution devant le public qui était là, donc tous leurs pairs des autres pôles et également des membres du CODIR et du COMEX. Et ça a vraiment insufflé une dynamique pour ensuite que chaque équipe se saisisse. Donc là, c'est un accompagnement qu'on fait en interne pour pousser chacun de ces sujets, pour ensuite passer dans une phase d'accélération et de réalisation. J'avais quelques petits points de vigilance à vous partager sur ce genre de processus. Le premier, c'est le timing, bien entendu. Alors, à la fois parce qu'il faut aller, on a envie d'aller vite, s'il s'agit vraiment de profiter des énergies mises de ce qui se déclenche quand on commence à discuter avec les gens, qu'on fait des entretiens, tout de suite mettre en place des séminaires derrière, faire des choses pour garder les gens concentrés, parce que le vrai problème, en fait, c'est qu'on a du travail. C'est que les gens à qui on parle, je ne sais pas si vous avez déjà croisé cette petite vignette d'homme préhistorique en train de pousser une brouette avec une roue carrée et qui envoie balader le représentant de la roue ronde en disant « Ah, nous, on est occupés, laisse-nous travailler ». Et c'est un peu ça qui peut se passer. C'est-à-dire que les gens vraiment ont tellement de boulot qu'ils ne se rendent pas compte que prendre un peu de recul permettrait de faire les choses de manière encore plus efficace. Donc, c'est vraiment l'enjeu de prendre du temps aux gens sans trop les sortir de leur business du quotidien non plus. Et puis de s'assurer que du coup, ils restent mobilisés. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet de ce qui se passe aujourd'hui, de garder les équipes engagées via des rendez-vous réguliers. Et puis, un point de vigilance aussi que je partage
de manière très positive parce qu'on a eu cette chance, nous, chez CETEC International, d'avoir tout de suite l'implication et le soutien de la direction. Et je pense vraiment, et puis pour être dans ces sujets-là depuis plus d'une dizaine d'années, je pense que c'est fondamental, en fait, que les équipes se sentent soutenues, que ce soit une volonté de stratégie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste de l'innovation dans un coin. Alors, je sais pas, j'ai pas forcément le recul là-dessus, mais de dire un peu comme on pouvait faire de la R&D, le chercheur, oui, très bien, occupe-toi de ton sujet. Non, c'est vraiment un sujet fondamental de transformation d'entreprise. Si demain, CETEC International, une société qui fait des routes, qui design des routes depuis 35 ans, se met à le faire avec des outils numériques, en intégrant de la data dans sa conception, en intégrant des données remontées de capteurs dans les exploitations futures, c'est fondamental. Ça change tout, en fait. Et ça change tout, non pas parce qu'une techno est tombée du ciel, mais parce que l'usage de ces technos nous a permis de renforcer nos manières d'offrir un nouveau service. Et en ce sens, c'est bien vers ça qu'on veut aller et c'est bien vers ça que nos dirigeants avaient envie d'aller. Donc ça s'est plutôt bien passé. Je ne sais pas si du coup, alors on voulait aussi parler des perspectives. Je pense que je vous en ai déjà un petit peu brossé le portrait. Au-delà de ce livrable de l'analyse de maturité, d'un séminaire réalisé pour vraiment aller plus loin, on a vraiment créé en fait une dynamique autour du pôle innovation naissant. Et dans le contexte de 2020, c'était pas gagné. Donc c'est vraiment une joie et c'est quelque chose en fait qu'on applique. Là, je vous parle d'un exemple chez CETEC International, mais cette approche du digital par les usages, c'est ce qu'on est aussi en train de faire à l'échelle de tout le groupe CETEC avec un directeur de l'ingénierie numérique qui a été recruté très récemment pour aller plus loin dans ces sujets-là et qui va vraiment s'appuyer sur le travail réalisé jusqu'à maintenant. Mathieu, si tu veux que j'insiste sur certains aspects, n'hésite pas. Eh bien, non, je pense que tu as dressé le tableau, le tableau général. Est-ce que, peut-être une question, oui, est-ce que les équipes ont pu s'approprier, ou comment les équipes ont pu s'approprier cette démarche design centrée sur les utilisateurs, centrée sur, voilà, sur la dimension d'usage, qui était peut-être pas quelque chose qui était naturel pour elles. Est-ce que voilà, ce travail qu'on a fait ensemble a pu instiller chez eux une nouvelle façon de penser, si ce n'est leur métier, au moins leur projet un peu nouveau, innovant? Alors, j'aimerais te donner un énorme oui, ça change tout au quotidien, on a tout switché. La vérité n'est évidemment pas à 100%. Par contre, clairement, oui. Je trouve que à force de leur... on les a baignés vraiment à la fois dès le lancement du process, avec les entretiens, avec ce séminaire, avec vraiment de les mettre en situation en allant jusqu'à pitcher une solution. On leur a montré que l'approche, elle n'est pas toujours techno. L'approche usage, en fait, c'est comme maintenant, ils l'ont vu sur un slide écrit, ils l'ont vécu. Et donc, c'est très simple pour moi, dès que j'accompagne les projets qui continuent et qui ont émergé de ce processus, leur dire attention, rappelle-toi, usage d'abord, c'est quoi le besoin? Et du coup, c'est devenu une espèce de petit mantra qui est très facilement répétable. Et j'ai bon espoir que demain, ce soit plus moi qui fasse le petit rappel. Et je le vois déjà aujourd'hui. On a des projets qui émergent en dehors du process qu'on avait mis en place entre nous, là, des sujets qui viennent, qui ont bénéficié en fait de cet engouement, des gens qui ont levé la main. Ah, et moi aussi, je ne l'avais pas dit à ce moment-là, mais j'aimerais bien, j'ai ce projet-là, là, on en parle. Et d'ailleurs, on en parle et regarde, je pense que le besoin, il est là. Magnifique. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait faire, en fait. C'était de dire l'approche par le design, par le besoin, doit devenir la seule manière d'aborder l'innovation, en fait, et parce que c'est la seule qui fonctionne. Donc, c'est quelque chose que vous allez garder et essayer oui, c'est essentiel. C'est-à-dire on l'a déjà gardé et je vais régulièrement faire des présentations au CODIR, au COMEX. Et je te dis, la personne qui était recrutée à l'échelle de tout le groupe CETEC ingénierie numérique, son premier slide de présentation au président, ça a été ça. Ça a été l'approche par les usages. Donc, en ce sens, ouais, je pense que c'est vraiment efficace et ça a vraiment marqué, oui. Très bien, merci beaucoup. Merci Aurélie. Peut-être que
Pardon Mathieu, peut-être que je vais poser une question pour donner envie aux participants d'en poser une également. Du coup Aurélie, le pôle innovation a grandi ou vous êtes combien finalement dans ce pôle ou dans cette équipe innovation chez CETEC International pour mener à bien voilà, cette identification des axes de développement finalement, hein, des besoins à couvrir et des usages à améliorer grâce au digital? Alors, chez CETEC, on a un modèle de fonctionnement un petit peu particulier, dont j'ai appris avec les années qu'il a de grandes vertus. Chez CETEC International, je suis seule au pôle innovation, mais j'ai envie de dire, vu l'année qu'on vient de passer, je suis seule, mais je suis restée. Et c'est en soi déjà une victoire. C'est-à-dire que les crises, il y a eu vraiment une volonté qui a été assénée toute l'année. L'innovation reste la priorité. C'est pas parce qu'on n'a pas de temps que c'est le sujet qui passe à la trappe. Au contraire, on continue à en faire. J'ai dit qu'on a un modèle un peu particulier en fait parce que, et même à l'échelle de tout le groupe, on a vraiment choisi dès le début de fonctionner en petits pas. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, allez, on staffe 5 personnes, on les met là-dedans à temps plein et on y va et on ne sait pas forcément ce qu'elles vont faire, mais on trouvera bien. Au contraire, on commence à avoir des gens Moi, j'ai commencé comme ça. J'étais responsable du pôle innovation, mais en même temps, j'avais encore des affaires sur des développements de ZAC, des sujets de mobilité. Et ça me permettait vraiment de rester au contact justement de ces usages, de ces besoins des clients. Et donc, quelque part, oui, la personne qui a le titre de responsable innovation, je suis toute seule, mais des référents dans un réseau, dans une vraiment communauté de référents innovation, il y en a au moins une dizaine chez CETEC International et à l'échelle du groupe, là, je faisais le compte là, justement ces derniers jours, on a plus de 200 personnes sur un groupe de 3000 que je considère comme faisant partie de la communauté de l'innovation. C'est des personnes qui sont à 5%, 10%. Donc, donner le chiffre exact, je serais un peu en peine, mais je voulais vous partager ce modèle un peu particulier de vraiment faire les choses petits pas qui a vraiment fonctionné chez nous, en fait. Ok, parfait. Non, mais merci pour votre réponse. C'est vrai qu'on va peut-être passer la parole à Jérôme Vial de Tuito, mais restez connectés Aurélie pour les questions qui vont suivre. Et juste pour compléter ce commentaire, l'idée de notre intervention, c'était surtout pas de dimensionner un pôle innovation et d'en faire une entité à part et de mobiliser des personnes au sein de ce pôle directement, mais plutôt de faire que ce pôle soit le relais de l'innovation, que ce soit le porteur de l'ensemble de méthodologies, de méthodes et d'outils, et que l'innovation soit portée par l'ensemble des collaborateurs. Parce qu'en fin de compte, nous, notre croyance chez Science, c'est surtout pas de piloter l'innovation comme un département à part, mais plutôt que l'innovation fasse partie du quotidien des gens. D'où l'idée d'intégrer l'ensemble des pôles qu'on a pu rencontrer dans cette démarche et instiller dans l'esprit de chacun de nouveaux outils, de nouveaux modes de pensée autour de la dimension de l'usage pour pouvoir être capable d'identifier les problématiques et mieux les traiter. Je pense qu'on est mieux même que d'identifier des problématiques et des solutions que lorsqu'on est au contact du terrain. Voilà, c'est un peu la philosophie de notre approche. Ça a beaucoup de sens dans ce que vous dites. Et c'est vrai que, comme a dit Aurélie aussi, c'est vrai que rester dans le concret et finalement avoir une double casquette, à la fois innovation, mais travailler sur des projets plus concrets et vous êtes beaucoup plus proche finalement du terrain, du besoin, des pain points, hein, comme vous disiez. Et c'est vrai que j'imagine que c'est peut-être plus facile pour identifier dans chaque pôle, hein, les pôles que vous avez mentionnés, port, autoroute, etc., les sujets les plus prioritaires. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de passer au cas numéro 2 hein, avec Jérôme. Donc, Jérôme co-dirige de la société Tuito. Nous sommes partenaires et nous avons ensemble traité différents sujets clients, notamment dans le secteur de la santé. Et nous avons mis en place justement cette démarche de design pour faire émerger des innovations concrètes, à la fois en termes de services, en termes de produits et en termes, on va dire, d'intelligence numérique pour plusieurs clients et notamment dans le secteur de l'imagerie médicale. On va vous parler de cette approche qu'on a mise en place, de la méthode. On ne pourra pas vous donner trop de détails non plus parce qu'on est soumis à, on va dire, à la confidentialité.
Néanmoins, on va pouvoir vous donner pas mal d'éléments, de résultats, et on pourra également ouvrir sur d'autres sujets autour de la santé si vous le souhaitez, parce qu'on ne travaille pas que sur ce cas de l'imagerie médicale, mais n'empêche que c'est une belle réalisation, donc on souhaitait vous partager ça. Je te laisse la parole, Jérôme. Merci Mathieu, merci de votre invitation, merci de ton invitation Mathieu et au pôle CS. Et Wally, j'ai trouvé la présentation du cas CETEC. Je connaissais le cas, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que les grandes clés ont été abordées sur la partie du soutien, l'engagement de la société, le fait que ce soit un soutien de la direction, que ce soit vraiment un engagement pour une montée. Parce qu'en fait, ce qu'il faut vraiment penser quand on parle de conseil, quand on parle de design thinking, ou on va parler de transformation digitale. Déjà, il ne faut pas en avoir peur, hein, la transformation, faut pas en avoir peur. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que c'est très concret finalement. On essaye d'être, oui, ça demande de l'investissement de la part de l'usager, mais c'est pour lui qu'on le fait. Je pense que Mathieu a beaucoup insisté sur l'usage, l'usager, l'usabilité. Je pense qu'on retiendra beaucoup la slide sur le value assessment. Donc c'est vraiment du concret, c'est pas de la paperasse, on n'est pas en train de scribouiller des choses sur des tableaux et dire ah ben ça serait bien de faire comme ça. Non, il y a un vrai cas, il y a une vraie étude, on crée des personas. Donc c'est vraiment la démarche qu'on a faite avec Mathieu et l'équipe de Science. C'était vraiment eux, ils ont vraiment apporté cette notion d'aller chercher au fond quel est le vrai besoin. C'est-à-dire que vous pouvez demander à quelqu'un quel est son besoin, mais il vous le dira, mais c'est peut-être pas tout à fait le besoin final. Donc, il y a tout un tas de méthodes, et ça, c'est la partie un peu itérative, mais c'est vraiment travailler au plus près de l'usager final pour vraiment enrichir son expérience. Donc, Tuto, vous nous connaissez un peu, enfin, certains d'entre vous nous connaissent peut-être un peu. Nous, on est vraiment spécialisé dans la partie conception et développement, surtout d'applications interactives. On a une connotation aussi où on va beaucoup travailler sur la notion de modalité d'interaction. Donc, on va travailler sur les modalités d'interaction, la gestuelle, la voix. On va essayer d'assembler un certain nombre de modalités d'interaction à une application si elles ont du sens. Si elles ont du sens, qu'elles rendent l'application plus fluide, plus naturelle, plus intuitive pour l'expérience de l'utilisateur, pour son confort, pour sa performance, sa productivité, son gain en temps, son gain on parlait d'argent, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Il faut arrêter de faire de livrer à des gens de la R&D. J'ai beaucoup de respect pour les ingénieurs, mais on fait de la R&D, il faut quand même qu'on pense à qui va l'utiliser, cette innovation. Donc, un des points forts qui a vraiment été le gros point de la collaboration avec les équipes de Science et avec Mathieu en particulier, c'était vraiment l'idée d'itératif. Donc vraiment, on prend des idées, on va voir les usagers, on discute avec eux, on fait des workshops, on identifie des besoins, on développe, on regarde, on fait des tests. Vraiment la notion de prototypage et de test avant d'aller plus loin, parce que le problème souvent, c'est que nous-mêmes, on a des biais et puis on a des a priori. Donc on va dire, mais pour régler ce problème-là, il faut faire comme ça. Mais finalement, quand on implémente ça, c'est pas le ça. Parce qu'on a mal identifié le besoin ou parce que donc nous vraiment le gros du travail qui a été fait, c'est vraiment ces allers-retours entre les boucles. On identifie des choses, on dit on les implémente, on les fait tester, on dit ça marche pas, c'est bien, c'est pas bien. Donc c'est vraiment tout ce travail-là qui a été fait, qui nous a et qui évite quand on en parle, on se dit mais c'est quand même beaucoup de temps avant d'arriver à la solution, et en fait pas du tout. Non seulement pas du tout, parce que les outils aujourd'hui logiciels nous permettent de développer, d'intégrer des concepts design très vite. On a un petit labo de prototypage ici, donc nous on va travailler sur des consoles, on va travailler sur des consoles mobiles, on va travailler sur des montres, on va essayer de faire en sorte tout ce parcours, on va étudier tout ce parcours grâce aux super bandes dessinées des équipes de Science. On va le faire, on va le prototyper, on va dire là il y a un gap, là il y a un trou, là il y en a pas. Mais c'est vraiment par contre à la fin, on arrive, on est vraiment concentré sur l'utilisateur, on a vraiment testé, on a vraiment approuvé, et on n'amène pas, parce que si on amène la mauvaise solution, de toute façon, elle résoudra rien. On va créer de la frustration, il n'y aura pas d'adoption, et on ne pourra pas le faire 20 fois. On ne pourra pas apporter la mauvaise solution à une personne 20 fois. Une fois que vous avez apporté, plus ça va, plus il va dire non, il va être réfractaire à ce changement, parce que vous n'aurez pas fait le bon.
Donc vraiment, c'était c'est vraiment le gros travail qui a été fait avec Scient. Donc dans le parcours patient, d'accompagner, de dire bon ben à quel moment, quel est l'outil que le patient ou le soignant peut avoir dans cette étape du parcours et qu'est-ce qu'on met sur cet outil-là, quelles sont les informations dont on a besoin, comment on le rend. Vous avez tous fait un parcours médical, si vous rentrez à l'hôpital ou si vous rentrez chez certains médecins, maintenant vous avez des bornes qui vous font scanner ci et ça. Bon, voilà, il faut travailler sur ces parcours-là et puis bon, après le patient est ailleurs et on a besoin d'un autre outil, une autre expérience, et ben on va la penser en même temps. Donc vraiment, nous on insiste beaucoup sur ces phases. Il ne faut pas penser que c'est des phases qui consomment, qui surconsomment du temps ou de la ressource humaine, parce que d'ailleurs, Aurélie en a parlé, hein, c'est vrai qu'on demande de l'investissement de la part d'usager parce qu'on ne pourra pas le faire sans lui. On a besoin de savoir ce dont il a besoin et de définir avec lui ce dont il a besoin. Après, les équipes de Scient et de Twito vont travailler dans leur coin, vont penser, développer les solutions et puis on va lui faire tester. Donc, mais voilà, donc il y a un peu d'overhead de leur côté, mais on a besoin d'utilisateurs. Mais et puis vraiment, avant de déployer quelque chose, il faut quand même s'assurer qu'on atteint les objectifs, que ce soit le confort, le bien-être, l'adoption, la productivité, la performance, ce genre de choses. Donc c'est vraiment le gros du travail qui a été fait avec les équipes de Scient, et ça a vraiment été très très positif. Ça nous a permis de régler beaucoup de notions sur l'interaction, sur les modalités d'interaction. On a réglé pas mal, on a réglé beaucoup de problèmes, pas de problèmes, mais de coins sur la visualisation des informations dans l'imagerie médicale, quelles informations on donne sur quel support, et dans l'objectif d'augmenter, dans ce cas-là, d'augmenter la capacité du soignant à traiter des informations et à en traiter plus à la fois. Donc ça, c'était quand même, je pense qu'au résultat, le résultat était quand même très positif pour notre client. Mathieu, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à tout ça. Ah, Mathieu, vous avez votre micro coupé. Oui, classique. Là, je voulais dire que oui, cette dimension a été fondamentale. Au-delà des dessins que vous avez vus tout à l'heure, on a fait également du prototypage, à la fois parce qu'on a repensé une expérience patient et on va dire personnel soignant. À la fois sur une dimension donc de parcours, donc le processus et les étapes qui sont suivies, mais ça s'est matérialisé dans une expérience de digitalisation, sous-entendu des applications qui reposent sur différents types de devices, d'appareils. Et donc, on a reconçu également des appareils, ce qui est aussi un des savoir-faire de Twito, faire des interfaces homme-machine. Et donc, en fait, c'était hyper intéressant cette collaboration parce qu'on a eu l'approche design, la capacité à développer des éléments applicatifs et également du matériel, enfin des appareils nouveaux, faits sur mesure pour répondre à un enjeu pas de parcours patient qui permet vraiment de révolutionner les parcours actuels. Et donc, on est très, très impatient de découvrir la mise en production, parce que là, on est encore en phase de finalisation de la mise en prod, pour qu'on puisse vivre en tant que patient ces nouvelles expériences. Donc voilà, et ces éléments ont été faits progressivement, c'est-à-dire qu'on a commencé par faire des maquettes simples, on va dire des premières versions avec un socle en carton, on a testé des hauteurs, on a testé des problématiques d'ergonomie, et puis progressivement, on est allé vers des solutions de plus en plus abouties pour aller vers des prototypes fonctionnels. Et maintenant, ces prototypes fonctionnels vont passer en mode industriel. Et cette démarche donc de design, elle est géniale parce qu'elle permet de travailler à la fois sur des problématiques de réflexion stratégique, sur des problématiques de parcours utilisateur d'un point de vue et comment ça se matérialise d'un point de vue digital, donc sur le champ des applications, et également d'un point de vue matériel, que ça a une incidence réelle sur les objets qu'on manipule dans notre quotidien. Et donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ce type d'approche et qu'on essaye de maîtriser et de faire évoluer d'année en année en fonction des nouveaux enjeux auxquels on fait face. D'accord. Voilà pour cette présentation.
Peut-être une question, Mathieu, encore une fois pour donner envie à nos participants d'en poser. Et quelle est la méthode de travail que Scient utilise dans ce cas-là? Donc, par exemple, là, vous avez avec Twito, vous avez un client, donc on ne peut pas nommer, j'ai bien compris. Vous allez directement main dans la main, donc avec Jérôme, voir ce client, ou vous travaillez avec d'autres partenaires peut-être externes, où le client peut-être aussi parfois exige entre guillemets que de faire travailler peut-être un partenaire à lui dans ce processus de co-construction de la Oui, solution. en fait, on parle d'usage et en réalité, on parle souvent en utilisateur, mais en réalité, nous, on préfère parler de parties prenantes parce qu'on garde la problématique des usages, mais en réalité, ces usages s'intègrent au sein d'une chaîne de parties prenantes. Si on prend l'exemple du médical, c'est simple, il y a plusieurs parties prenantes. Il y a tout d'abord le patient. Il y a les différents types de personnels soignants. Dans les personnels soignants, on va retrouver parfois, par exemple, des personnels paramédicaux, des professionnels de santé qui sont donc des médecins. On va retrouver également peut-être, si on est dans une institution, un hôpital, où on va retrouver un chef de clinique qui a des enjeux lui-même qui sont à prendre en considération. Et si on ne prend pas en considération ses besoins, alors on risque de faire une innovation qui va répondre parfaitement aux attentes des utilisateurs qui sont le personnel soignant et le patient, mais on va passer complètement à côté de ce que souhaite l'hôpital ou ce que souhaite la clinique. Et ça, c'est grave parce qu'en fait, on va sortir quelque chose qui ne sera jamais mis en place parce que c'est eux qui sont décisionnaires souvent, in fine. Donc, soit ça vient de notre client, c'est mise en relation avec d'autres parties prenantes, et si ça vient pas de notre client, ça vient de nous. C'est-à-dire que nous, on demande à avoir une vision globale de ces éléments. Sur certaines missions, on remonte très loin parce qu'on est capable d'aller jusqu'aux instances décisionnaires en termes d'évolution, on va dire, du parcours de soins au niveau du ministère de la Santé. Donc, on va chercher très loin. Pour répondre à la question de Fabienne, en plus de ce que dit Mathieu, oui, on est arrivé, on est allé, Twito et Scient ensemble, on a travaillé ensemble, on a fait des workshops ensemble, on a tout. Après, effectivement, le client avait ses propres professionnels qui avaient plusieurs casquettes. Qui était un format, qui avait une expérience médicale, qui avait une expérience techno, tous ces gens-là contribuent aussi à la logique. Et puis derrière, après, on travaille avec les usagers du client. Mais c'est vrai que tout le monde, et après, effectivement, le client peut amener ses propres partenaires éventuellement ou prestataires. Mais là, dans cette démarche-là, c'est nous ensemble avec Scient, on est allé et on a fait cette démarche-là avec eux. D'accord. Et vous avez travaillé déjà ensemble, Twito et Scient, pour d'autres marchés que la digitalisation du parcours patient? Ou pas encore? Alors, nous avons travaillé sur plusieurs problématiques différentes, mais toujours dans le domaine de la santé jusqu'à présent. D'accord. Ok. Est-ce que peut-être que Aurélie peut nous rejoindre? Est-ce que vous avez des questions pour CETEC aussi, peut-être dans le domaine de la construction? C'est vrai qu'on connaît un peu moins chez SCS, donc ça peut être intéressant peut-être de creuser ce sujet-là. Chez Scient, par exemple, vous travaillez sur différents marchés, pas seulement la construction et pas seulement la santé, c'est ça? Aujourd'hui, on travaille dans le domaine, oui, ce qu'on appelle, nous, on appelle ça le domaine des life science. En gros, c'est un ensemble de secteurs industriels qui touchent aux sciences de la vie de manière plus ou moins proche. Donc, il y a le secteur de la santé, bien entendu. Il y a le secteur de l'agroalimentaire, de la cosmétique, de la parfumerie. Tous ces éléments-là font partie pour nous d'un même pôle sur lequel on a une expertise relativement importante maintenant, parce que ça fait pas mal d'années qu'on traite de ces sujets. Alors, Scient a 2 ans et demi, mais on travaillait sur ces problématiques également avant dans nos précédentes expériences qui continuent à vivre au travers de Scient. On a également le secteur de la construction, de l'immobilier, du BTP, donc avec des problématiques très centrées autour des smart buildings, smart cities. À la jonction des deux, on travaille avec des collectivités territoriales ou des institutions publiques qui sont souvent ces questions-là d'aménagement du territoire couplées à des indicateurs de santé, etc. Donc ça nous permet de lier ces deux secteurs. Et puis après,
On travaille aussi avec d'autres. En fait, on n'est pas du tout sectorisé. On travaille avec toute industrie française en réalité, que ce soit dans les services financiers, que l'on soit dans le domaine de l'assurance. On travaille également avec des sociétés plus spécialisées dans l'électronique ou dans l'énergie. On est relativement ouvert. Notre spécialité, c'est vraiment cet apport méthodologique et cette capacité à mettre en œuvre en plus ces méthodos dans des réalisations concrètes. Je n'ai pas après sectorisé sur un domaine particulier. D'accord, merci. Est-ce qu'Aurélie peut nous rejoindre peut-être Alors Aurélie avait un rendez-vous, donc je pense que là, D'accord. vu l'heure, elle a dû devoir quitter, je pense. D'accord. Mais par contre, si vous avez des questions pour CETEC, je peux peut-être y répondre. En tout cas, je vous dirai si je peux y répondre. D'accord, non, il n'y a pas de question précise. Peut-être éventuellement chez CETEC ou peut-être pourquoi pas à Scient aussi, peut-être les barrières que vous rencontrez, peut-être avec la direction. Je crois que c'était un des points d'attention et un des facteurs clés de succès majeurs au départ que la direction était engagée et moteur pour ce type d'initiative. Finalement, vous avez dû vous aussi être confronté à des échecs ou des peut-être des positions peut-être pas forcément favorables avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc comment vous faites dans ces cas-là? Ouais, notre point de vue on est toujours passé à côté de cet écueil parce qu'on a toujours intégré les directions dans nos sujets de transformation. Je prends un exemple d'un groupe agroalimentaire dans lequel on a travaillé sur une démarche d'innovation et et aussi de mise en place de la digitalisation et de la data. On a toujours travaillé avec quand j'ai la direction, c'est le comité de direction de l'entreprise, une entreprise qui fait qui doit faire 2-3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et avec le PDG. C'était une condition sine qua non pour que cette mission puisse être réalisée, sinon on n'y allait pas. Donc ça nous protège. Et donc, quand on dit qu'ils sont impliqués, ça veut dire qu'ils participent concrètement à la réalisation. Pas simplement en validation, mais également ils mettent les mains dedans. Et ça, c'est fondamental. Ça leur plaît beaucoup, d'ailleurs, parce que c'est souvent des sujets qui sont quand même stratégiques, donc ça les intéresse. Ce sont des sujets qui, pour eux, sont des sujets sur lesquels ils sont prêts à mobiliser une partie de leur temps. Alors, bien entendu, c'est pas eux qui vont faire tout, c'est pas eux qui vont passer le plus de temps, mais ils y passent un peu de temps. Et ce temps qu'ils y passent tout au long de la mission, de nos missions, permet qu'ils valident et qu'il n'y ait pas de frein au fur et à mesure. Par le passé, il y a peut-être pas mal d'années de ça, quand j'étais jeune consultant, j'avais justement observé dans certaines missions que à chaque fois qu'on n'implique pas la direction tout au long du processus de travail, c'est le rôle, et comme c'est le rôle d'un manager que de challenger, une fois que la réalisation est finie et qu'on pense qu'on a terminé notre travail et qu'on pense qu'il est bien fait, on est toujours challengé et remis en cause. C'est délicat parce que ça met en porte-à-faux la société de conseil, ça met en porte-à-faux les équipes. Et finalement, le manager arrivant ou le directeur arrivant un peu comme un cheveu sous la soupe au dernier moment, il n'a pas tous les éléments pour challenger de manière la plus pertinente. Donc nous, on a vraiment ce travail de transparence, de montrer, d'ouvrir en fait nos bases de données, d'ouvrir tout le travail qu'on a fait tout au long du processus pour que ce soit bien suivi et qu'il n'y ait pas de surprise. Donc quand on arrive en fin de mission, tout est validé. En réalité, si on fait une réunion finale, on n'a pas d'inquiétude. C'est juste pour histoire de se serrer la main de manière cordiale. Voilà un peu notre approche. Je pense que c'était un des points d'Aurélie, mais je pense que Mathieu a utilisé le terme sine qua non. Si vous n'avez pas ça, il ne faut pas y aller. Parce que vous allez perdre non seulement tous les efforts, si c'est pas un projet stratégique, après c'est pas la top direction, mais au moins le responsable de ce sur quoi vous travaillez doit motiver et dynamiser. Parce que vous allez juste perdre du temps et l'énergie, vous allez créer de la frustration, et après quand vous serez prêt à faire le changement, vous allez encore avoir un autre frein à lever. Et donc là, pour la mission qu'on a réalisée avec Tuto, la direction générale était partie prenante du sujet, du début à la fin. Tout à fait. Ouais. Comme je disais, pas à toutes les étapes, mais sur l'ensemble du processus, il était là très régulièrement. D'accord. Le processus a duré combien de temps environ pour cette mission avec Tuto?
Ça a duré quelques mois. En fait, il y en a eu plusieurs phases, mais en gros, on a eu une première phase qui a duré à peu près 6 mois entre la feuille blanche et la sortie concrète d'un prototype fonctionnel. C'était relativement court, hein, parce que c'est des projets qui peuvent s'étaler sur plusieurs années dans pas mal d'entreprises, vu le niveau de complexité qu'on avait. Et après, on a réitéré parce qu'on a sur des sujets connexes. Et donc, en fait, c'est un travail qu'on a fait sur plusieurs années, notamment avec ce client, pour l'accompagner sur cette transformation. D'accord, on parle bien de prototypage rapide, effectivement. Ouais, il faut pas penser à une perte. Enfin, c'est pas. J'insistais tout à l'heure, c'est vraiment, c'est pas une perte de temps. Je sais que personne pense que c'est une perte de temps, mais on surconsomme pas du temps. C'est vraiment du prototypage rapide, des itérations. Je vous dis, les outils soft le permettent. Donc, c'est vraiment de tester, vraiment d'arriver avec quelque chose qui est utile et utilisable. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est pas un temps perdu. D'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on peut peut-être… on arrive au bout de l'heure, donc c'est bon pour vous, Mathieu, Jérôme? Oui. Super. Bon, merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Je rappelle que le webinaire sera disponible en replay dans quelques jours, si vous le souhaitez. J'ai mis quelques dates et j'en profite pour vous dire qu'on va énormément parler d'adoption par les usagers le 21 octobre, adoption par les professionnels de santé, dont a parlé Mathieu d'ailleurs, et adoption aussi par les patients. On va énormément en parler, notamment au tout début de la journée, puisqu'il y aura un partage d'une étude nationale toute fraîche, toute récente, avec les résultats pas encore divulgués sur une étude de l'ANAP. Donc l'ANAP, peut-être que vous connaissez, c'est l'Association nationale de l'appui à la performance, qui a travaillé sur 100 projets IA, donc 100 projets mêlant de la data, dans une cinquantaine, je crois, d'hôpitaux en France. Et on va donc découvrir pourquoi des projets IA ont été adoptés pleinement par des professionnels de santé, comme le disait aussi Mathieu d'ailleurs, le personnel peut-être administratif dans certains hôpitaux, mais aussi du personnel moins médical et plus paramédical. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, on peut bien sûr initier des projets IA, des projets de data science dans ces établissements de santé, mais il y a certains facteurs clés de succès et c'est ce qui sera partagé. Voilà. Après, il y aura 3 tables rondes. Bon, je vous laisse découvrir par le lien cette journée. Puis, enfin, encore une fois, d'autres événements en présentiel, mais aussi online, hein, comme vous le voyez un peu plus bas. Voilà, écoutez, je vous remercie. Mathieu, Aurélie et Jérôme, je vous remercie vivement pour votre partage d'expertise et votre témoignage et retour d'expérience sur votre travail ensemble, finalement. Voilà, je vous remercie encore, vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour un prochain WebTech. Au revoir. Merci. Merci, à tous. au revoir. Au revoir.